Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On vous fait le résumé de nos recherches lors de ces 7 derniers jours dans le monde des oiseaux. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, ça va pas mal, un peu malade, donc j'espère que vous l'entendrez pas au micro. Oh, mais pour l'instant, ça devrait aller mieux. on n'entend rien de tout cela. Soigne-toi bien évidemment. Et nouvel épisode du coup aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi dans cet épisode ? Et ben, je vais vous parler du Québec et des feux de forêt qui agitent le Canada en ce moment. Oui, effectivement. Et ils sont pas top. Et toi, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va bien. Moi, je vais parler d'un sujet que je maîtrise autrement que celui des oiseaux, puisqu'on va parler de jeux vidéo. Et on va parler de la conure de Caroline. Et vous allez vous dire, mais quel est le point commun entre un jeu vidéo et la conure de Caroline ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Mais je te propose, si tu veux, de démarrer par l'actualité brûlante, puis-je dire, à savoir les feux de forêt au Canada et l'étude qui en découle. Alors, on fait des effets de style. Attention, ça devient chaud. C'est l'actualité brûlante même. Absolument. Bon, alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une recrudescence des feux de forêt ces dernières années. Donc, il y a eu les feux terribles qui se sont produits en Australie. En France, l'année dernière, ça a aussi été terrible pendant l'été. Et puis, cette année, c'est le tour du Canada et du Québec d'avoir des feux absolument gigantesques qui se produisent partout et principalement dans les grandes étendues de forêt qui recouvrent le Canada sur une grande partie donc, de sa superficie. Il y a eu la Sibérie aussi qui a connu de gros incendies. Oui. Et oui, ça a pas mal flambé, donc bon, la faute à quoi ? La faute certainement au changement climatique et nos activités humaines, et puis certainement 2-3 autres facteurs dans le lot. Mais en tous les cas, le fait est que ça flambe, et il y a de graves conséquences pour les populations animales qui, normalement, logeaient dans les parties où ça flambait. Et en l'occurrence, il y a des conséquences pour les oiseaux, évidemment. Vu que des hectares et des hectares de forêt cramées, ça veut dire des tas d'oiseaux et des tas d'espèces soit anéantis, soit délocalisés parce que ils n'ont plus d'habitat. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un peu les conséquences de ces feux de forêt sur ces populations d'oiseaux. Parce que des conséquences, il y en a, et il n'y en a pas qu'une. Évidemment, la première conséquence d'un feu de forêt, c'est quoi ? C'est effectivement de raser la forêt, c'est logique, et donc de faire en sorte que les espèces n'aient plus d'habitat, ou du moins que l'habitat soit tellement transformé qu'elles ne puissent plus y vivre. Donc c'est le cas pour pas mal d'espèces qui ont besoin de la forêt, que ce soit parce que ça leur procure un couvert, voire des sites de nidification, ou alors tout simplement parce que ça leur procure de quoi manger, parce que c'est quand même utile de manger tous les jours pour survivre. Donc dans toutes ces conditions-là, ça va faire que l'animal, ne pouvant plus rester sur place, va devoir se déplacer. Et en ce moment, pour le Canada, c'est un problème, parce que encore à cette période de l'année, on a des espèces qui sont migratrices et qui reviennent des migrations et qui retrouvent normalement des endroits de forêt où elles devraient s'installer pour l'été, qui cette fois-ci sont complètement brûlés et dans lesquels elles ne peuvent plus s'installer. Donc ces espèces-là, au lieu de revenir s'installer aux mêmes endroits, sont obligées à nouveau de bouger, de migrer dans d'autres endroits qui n'ont pas été touchés par les feux, et donc on a un déplacement complet des populations, et on se demande si les populations en question vont revenir peut-être l'année prochaine, une fois que la forêt aura un peu reverdi, se reposer au même endroit, ou bien si le déplacement est définitif et les espèces ne reviendront plus, ou du moins très tardivement, peut-être dans 10 ans, mais en tout cas pas tout de suite. Et donc si le changement est quand même assez soudain dans la répartition de ces espèces. Donc ça, c'est une première conséquence. J'ai envie de dire, c'est la conséquence la plus visible, en quelque sorte. La plus logique, effectivement. Voilà, c'est comme vous, si votre maison brûle, demain, il va bien falloir bouger et aller vivre autre part. C'est normal, en quelque sorte.
L'autre conséquence qu'on voit un petit peu moins cette fois-ci, c'est la conséquence pour les oiseaux qui restent sur place et qui vivent près de feux de forêt. Alors des petits feux de forêt ou des feux de forêt un peu plus gros, mais qui sont capables cette fois de rester au même endroit, dans le même environnement. L'une des conséquences principales, c'est que les feux de forêt produisent beaucoup de fumée. Et la fumée des feux, vous le savez, ça crée pas mal de composés qui sont toxiques, et c'est pas seulement toxique pour nous, c'est aussi toxique pour les oiseaux, notamment le monoxyde de carbone, le fameux, qui nous empoisonne, mais qui, à très faible dose, empoisonne aussi très fortement les oiseaux, vu qu'ils sont un peu plus petits que nous, ils en subissent les conséquences beaucoup plus rapidement. Donc il y a beaucoup d'animaux qui meurent à cause de ces feux de forêt, pas parce qu'ils se sont fait prendre par les flammes, tout simplement parce qu'ils ont respiré la fumée. Et ça, c'est un autre gros problème des feux, c'est que même dans les zones où en fait ça n'a pas tant brûlé que ça, on a juste eu de la fumée, il y a aussi des animaux qui en souffrent. Et il y a une petite étude qui avait été publiée, c'était l'année dernière. Elle avait été publiée sur des oiseaux qu'on appelle des becs croisés des sapins. Et ces becs croisés des sapins qui vivaient aux US, dans un endroit où il y a eu pas mal de feux de forêt, l'année dernière notamment, parce qu'on a encore une recrudescence des feux un peu partout dans le monde. Donc ces becs Notamment en croisés-là, Californie, dans ces par exemple, zones-là. exactement. Et là, c'était en Oregon, il me semble, dans la vallée de l'Oregon. Il y avait eu pas mal de feux l'année dernière, et donc, les humains se sont réfugiés là où ils pouvaient, mais les oiseaux n'ont pas forcément pu migrer, et notamment ces becs croisés n'ont pas migré, et ont élevé leur nichée, comme ils l'ont pu, à côté des feux. Alors, les oiseaux ne sont pas morts, mais par contre, ils ont noté, suite à ces feux, et ils pensent que c'est ça la cause principale des conséquences qu'ils ont vues, que les petits qui avaient été élevés avaient une taille qui était beaucoup plus petite que celle d'oiseaux du même âge, Ok, donc au fur et à mesure de développement, d'accord. et que le système immunitaire de ces oiseaux-là était demandait toujours plus en fait de ressources, était beaucoup plus sollicité que celui d'un oiseau normal, parce que certainement à cause de la fumée qu'il respirait à longueur de journée. Donc visiblement il y a des conséquences, même si l'oiseau ne meurt pas de cette inhalation, il va quand même avoir des conséquences à ce niveau-là, qui vont nuire à son développement, voire à sa survie sur le long terme. Donc ça, c'est une étude qui est intéressante, qui a été publiée, je crois, en 2021, il me semble. Et voilà, c'était dans l'Oregon. Donc ça montre aussi tout l'impact qu'on peut avoir à cause des feux de forêt sur les espèces actuelles de ces oiseaux-là. Quand vous avez beaucoup de fumée autour, quand vous avez des feux, quand vous avez des choses qui se passent qui ne sont pas censées être là, vous avez un changement de comportement. Évidemment, alors peut-être moins de recherche de nourriture, peut-être plus de temps à voler pour essayer d'échapper au danger permanent, par exemple. Donc moins de temps à se nourrir, ça veut dire aussi moins d'énergie collectée, ça veut dire moins de chances de survie, ça veut dire plein de choses. Donc un changement dans les comportements qui est aussi dû à ces feux de forêt, auquel on ne prend pas forcément toute la mesure de ce que ça peut engendrer pour la survie de ces animaux-là, mais qui est beaucoup plus important et critique comparé à ce qu'ils pourraient normalement vivre, j'ai envie de dire. Donc il y avait aussi ça. Et ils avaient fait une autre petite étude, notamment en 2020, je crois. Alors là, ils ont mis des petits capteurs sur des oiseaux qui étaient migrateurs, donc c'était des oies, tout simplement, et ils ont mis des trackers GPS sur ces oiseaux-là. Et en fait, ils ont remarqué que ces oiseaux, ils volaient, mais de manière très désorganisée comparée à d'habitude. Ils montaient jusqu'à parfois 13 000 pieds pour éviter les fumées qui s'élevaient de ces feux de forêt. Donc en fait, là, on a carrément un changement de direction, un changement de voie de migration dû juste à la forêt qui est en train de flamber. Et surtout, un changement d'altitude qui est gigantesque. C'est ça, complètement. 13 000 pieds, je sais plus, je crois que ça fait 8 000 mètres, quelque chose comme ça. Non, peut-être moins quand même.
Alors, je sais plus, faudrait voir la Euh, conversion. Attends. mais c'est quand même quelque chose de plutôt important. Moi, C'est énorme. je voudrais revenir sur un truc que j'avais lu, ça fait à peu près 4000 mètres. Donc Ouais, deux fois 4000. moins que ce que j'avais, 2 fois moins que ce que j'avais dit. Étude que j'avais lue moi en 2022, qui parlait aussi d'oiseaux migrateurs et qui disait que les oiseaux migrateurs donc qui étaient estivaux dans les forêts dans lesquelles ils avaient euh, coutume d'aller, et lorsque ces forêts étaient détruites par les flammes, ces migrateurs partaient beaucoup plus tôt en migration que les autres oiseaux. Hmm. Et ils partaient plus tôt, c'est déjà une première conséquence. Ouais, Mais une autre conséquence, c'est surtout qu'ils partaient moins bien préparés lors de la migration. et oui, Et donc du et oui. coup, on se retrouve avec un taux de mortalité qui était beaucoup plus important. Pareil, une étude qui a été réalisée aux États-Unis, je ne sais plus quels oiseaux étaient impliqués dans l'histoire, mais effectivement, les feux de forêt, c'est un véritable souci à court, à moyen et à long terme sur les populations d'oiseaux. Exactement. Je trouve ça très intéressant parce que vraiment, on a vraiment des changements drastiques de comportement et qui peuvent mettre en danger du coup la survie de ces espèces-là. Là, en l'occurrence, on avait ces oies-là, nous, qui volent à des altitudes auxquelles elles ne sont pas censées voler d'habitude, donc ça dépense beaucoup plus d'énergie. Et puis derrière, elles ont dû donc se reposer dans des endroits où normalement elles ne se reposaient pas d'habitude pour récupérer de l'énergie et puis pour attendre que le pire des feux soit passé avant de continuer. Donc pareil, c'est des choses qu'ils font pas d'habitude, c'est des routes qui changent, ça veut dire qu'il va falloir retrouver à manger, ça veut dire qu'il va falloir faire gaffe aux prédateurs là où vous vous posez aussi. Bref, c'est plein de choses qui font que la survie de ces animaux-là est mise en danger, plus que d'habitude. Et du coup, c'est pour ces raisons-là qu'on s'inquiète un petit peu pour ces espèces-là, parce que c'est vrai que bon, quand vous changez totalement de comportement très rapidement, ils n'ont pas vraiment le temps de s'adapter à ce qui va se passer autour d'eux. Et C'est dangereux. c'est d'autant plus préjudiciable dans certaines régions du globe où ces oiseaux ne sont pas migrateurs et où ces oiseaux sont acclimatés, on va dire, à un environnement particulier, à une zone géographique particulière. Et là, effectivement, perdre ces forêts, comme ce qui se passe en Sibérie, comme ce qui s'est passé en Sibérie, comme ce qui se passe au Canada et dans d'autres régions du globe. Hein. On oublie de parler de l'Amazonie, mais l'Amazonie est en perpétuelle destruction, notamment par des feux de forêt. Ce sont des oiseaux qui sont voués à, des oiseaux et d'autres animaux qui sont voués à disparaître tout simplement parce que leur habitat disparaît et il ne sera plus jamais remplacé et ils ne peuvent pas le trouver ailleurs, cet habitat. Donc les feux de forêt, c'est un Exactement. véritable problème. On a beaucoup tendance à oublier d'en parler parce qu'on parle beaucoup de comment dire de l'aménagement routier, l'aménagement urbain, mais les feux de forêt qui sont souvent, on va dire, cause de cet aménagement, Hmm. sont extrêmement importants et les conséquences qu'ils adressent sont vraiment remarquables pour certaines espèces. Exactement. Enfin, moi je pense que ça va être un gros problème dans les années à venir si l'incidence des feux se maintient. Si on continue à avoir une recrudescence encore des feux de forêt, que ce soit en été ou en hiver, on risque d'avoir de plus en plus de soucis avec ces espèces-là, et effectivement, on va avoir de plus en plus de problèmes pour préserver ces environnements, pour arriver à préserver les espèces qui y vivent. Bon, écoute, on verra dans le futur ce que ça donne, mais j'ai bien peur que ce soit mal parti pour beaucoup d'espèces. Voilà. Building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. Voilà. Bon, c'était pas très drôle comme sujet. C'est un épisode pas très réjouissant parce que moi aussi je vais parler d'oiseaux mal en point, et même pire puisque c'est un oiseau qui a disparu.
Donc ben, c'est l'épisode spécial. on fait dans le joyeux aujourd'hui. Ah, Hein. c'est un épisode larmoyant, pourrait-on dire. Ah. Et c'est un épisode, enfin c'est une anecdote un peu particulière que j'ai trouvée par hasard sur internet en me baladant, sur la conure de Caroline. Alors avant de Oh. parler de la conure de Caroline, je vais parler du contexte dans lequel j'ai fait cette découverte. Et le contexte, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Red Oh. Dead Redemption 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, en gros Red Dead Redemption 2, c'est un western en jeu vidéo. Simplifier quelque chose comme ça. Et ce jeu est connu pour son très grand réalisme. Et son très grand réalisme dans des détails, on va dire, dans les mécaniques de jeu, mais aussi dans des Mhm. choses que quasiment personne ne prendra le temps de regarder, et notamment la faune, et notamment la faune aviaire. Il y a plusieurs confrères ornithologues, et consoeurs d'ailleurs, qui se sont amusés à faire des observations ornithologiques dans le jeu, et qui ont pris énormément de plaisir, qui ont retrouvé énormément de belles sensations à observer les oiseaux dans cet environnement virtuel. Alors pour poser un peu le contexte, Red Dead Redemption 2 se situe à la fin du 19e siècle, on est entre 1880 et 1900, et les développeurs se sont chargés justement de reprendre une base de données existante des oiseaux qui ont été découverts à l'époque, notamment grâce aux travaux de Jean-Jacques Audubon ou John James Audubon, si vous êtes évidemment affilié aux Américains. Et parmi les oiseaux qu'il y a de présents dans ce jeu, il y a ce qu'on appelle donc la conure de Caroline. La conure de Caroline, c'est un oiseau qui a disparu au XXe siècle. Et c'est un oiseau qui a disparu au XXe siècle sans que l'on sache réellement comment celui-ci a disparu. En réalité, il y avait deux sous-espèces. Il y avait une espèce occidentale et une espèce orientale. La sous-espèce carolinensis qui elle est orientale et la sous-espèce ludoviranus qui elle était occidentale. Et il faut savoir que la conure de Caroline, au XVIIIe siècle, donc un siècle avant les événements du jeu et puis les événements qui vont nous intéresser, cet oiseau était extrêmement commun dans toute la partie ouest des États-Unis. Dans toute la partie est des États-Unis, pardon. Donc du Texas jusqu'à Washington, l'État de New York, la Floride, passant par aussi tout ce qui va être le Tennessee et d'autres régions de cet endroit-là. Et du jour au lendemain, ou presque du jour au lendemain, entre 1914 et 1918, la sous-espèce occidentale a disparu. Et aux alentours de 1940, la sous-espèce orientale a disparu. Et on n'a jamais su pourquoi cet oiseau avait disparu. Alors il y a plusieurs théories qui s'affrontent. On parlait de feux de forêt, mais on parlait aussi d'extension de l'habitation et de l'agriculture. Ça fait partie de, semblerait-il, les causes de l'extinction de cette espèce. Il y a aussi le braconnage, puisque c'était un oiseau, et à l'époque, au 19e siècle, les oiseaux étaient souvent chassés pour leurs plumes. Il faut savoir que la conure de Caroline est le seul psittacidé à être en Amérique du Nord à l'époque, à vivre en Amérique du Nord, et encore plus incroyable, c'est l'un des seuls oiseaux de sa famille, je dirais, à être adapté à un environnement hivernal. C'est un oiseau qui était extrêmement bien adapté au climat hivernal, parfois très rugueux des États-Unis, qui pouvait composer donc son aire de répartition. Donc ça, c'est les premiers points qui ont été donnés.
Et il faut savoir qu'au 19e siècle, on chassait beaucoup les oiseaux pour des plumes d'apparat qu'on posait sur les chapeaux, qu'on posait sur les vêtements, à tel point qu'aux alentours des années 1880-1890, on a commencé à se poser réellement des questions. Certains ornithologues ont commencé réellement à se poser des questions. C'est notamment le cas de l'ornithologue Florence Bailey, qui a écrit une tribune à l'époque dénonçant cette pratique. Et pour la petite histoire, Florence Bailey est aussi l'autrice du premier guide ornithologique moderne avec Bird Through an Opera Glass qui sera publié en 1889. Donc ça, ce sont des choses qui ont été rapportées, le braconnage. La théorie qui semblerait la plus, on va dire, plausible, ce serait une maladie qui aurait été transmise par des volailles domestiques à ces oiseaux, parce que ces oiseaux avaient l'habitude d'aller dans les champs, notamment en hiver et en été, ce qui était problématique pour les agriculteurs, et ce qui fait que cette espèce était considérée comme nuisible, et donc forcément elle était tirée. Sauf que contrairement à d'autres oiseaux qui, lorsqu'ils entendent les tirs, s'envolent, et ben la conure de Caroline, peut-être était-elle sourde, ou peut-être était-elle inconsciente, ou peut-être les deux, mais force est de constater que cet oiseau ne s'envolait pas lorsque elle était tirée. Donc il y a aussi une baisse des individus qui a pu être occasionnée vis-à-vis de ces tirs. D'ailleurs, on pratiquait aussi le tir sportif sur cet oiseau, puisque c'était un oiseau, comme je l'ai dit, qui était assez peu farouche. Et donc, dans le jeu... Tir sportif. Non, autant pour moi, tir sportif sur un oiseau qui ne décolle pas. On est d'accord que déjà... Ah bah après, c'est en tout cas, il y avait une pratique du sport sur ces oiseaux et du sport de tir. D'accord. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le jeu, et on va reconnecter justement le jeu à cette anecdote de la conure, c'est que dans le jeu, vous avez quelques conures de Caroline que vous pouvez trouver. Et l'une des missions du jeu, c'est d'en tuer une pour la faire apparaître dans votre encyclopédie. Vous pouvez soit tuer un animal, soit le prendre à la jumelle. Alors je sais plus si ça fonctionne à l'appareil photo, mais en tout cas le prendre à la jumelle, ça c'est sûr. Et il faut savoir que dans ce jeu, le nombre de conures de Caroline est limité. Ce qui signifie que si vous tuez l'intégralité des espèces de conures, et d'ailleurs ça fait partie d'une mission annexe que vous pouvez faire délibérément ou pas, eh bien le jeu va vous dire cette espèce a disparu. D'accord. Et c'est la seule espèce dans le jeu qui justement possède cette évolution au niveau justement du fait de pouvoir la trouver. Donc non seulement l'espèce est éteinte à la vie sauvage, mais on peut virtuellement aussi éteindre la conure de Nouvelle-Calédonie, la conure de Caroline dans le jeu Red Dead Redemption 2. Et tout ça fait sans doute partie de nombreuses recherches qui ont été effectuées par les développeurs qui ont rajouté cette information-là. Voilà pour toutes les informations concernant la conure de Caroline. Il y a une étude qui a été publiée en 2019, le 16 octobre, par Kevin Burgio et son équipe, qui s'appelle The Two Extinctions of a Carolina Parakeet, et c'est à retrouver sur BioArchive, et ce sera à retrouver évidemment dans la description de cet épisode. Voilà pour la conure de Caroline. Eh bien, c'est incroyable quand même. Red Dead Redemption, je le connaissais de nom, j'avoue que j'ai jamais joué, mais ce souci du détail... Le jeu va vraiment très très loin dans les détails au niveau de la faune et de la flore. Le jeu vidéo, d'une certaine manière, va de plus en plus loin dans les détails, parce que maintenant on se retrouve avec des jeux qui utilisent davantage les animaux dans leur véritable représentation. On n'est plus sur une représentation imagée qu'on avait à l'époque, avec par exemple les corbeaux qu'on va retrouver dans les zones sombres et ce genre de choses-là. Maintenant, il y a une vraie connaissance qui s'installe.
Et forcément, on a toute une évolution. On parle des oiseaux, mais c'est aussi le cas, par exemple, des poissons. Il y a des jeux qui existent d'ailleurs dans lesquels vous pouvez tout simplement faire de la plongée sous-marine et retrouver des poissons si vous le désirez. Très bon jeu d'ailleurs. Je vous les recommande si jamais vous les avez jamais fait. Ça s'appelle notamment Endless Ocean 1 et 2. C'était sur la Wii à l'époque et c'était des jeux de plongée dans lesquels vous deviez juste plonger et aller observer les requins-baleines, les différents poissons et même les oiseaux qui se posaient sur votre bateau. Mais voilà, la faune de plus en plus représentée et bien représentée dans le monde du jeu vidéo. Même lorsqu'elle est virtuelle d'ailleurs, lorsqu'elle n'est pas réelle, les développeurs vont maintenant chercher des informations pour justement rendre leur faune la plus crédible possible. Par exemple, le dernier Zelda que tu n'as pas fait, désolé de te le dire, eh bien, il y a des pailles en queue dedans. Ah bon ? Oui, c'est incroyable, il y a des pailles en queue. Bon, ils appellent ça des mouettes, mais c'est des pailles en queue. Tu les verras de ton côté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ils ont mis des pailles en queue. C'est Donc voilà, incroyable ça. tout ça pour dire qu'il y a une véritable, pas dire course au réalisme, mais en tout cas, on a des choses de plus en plus réalistes représentées dans les jeux. Dans la lignée des jeux assez réalistes, mais là on est plus sur le fonctionnement des écosystèmes, il y a un jeu que j'avais beaucoup aimé, qui est un jeu de survie cette fois-là, qui s'appelle Subnautica. Il y avait le 1 et le 2 d'ailleurs qui sont sortis, et qui sont des jeux de survie dans un océan alien. Votre vaisseau s'est écrasé sur une planète qui est un immense océan et il va vous falloir survivre. Et pour ça, ils ont recréé tout un environnement et plein d'écosystèmes différents dans lesquels vous allez évoluer et dans lesquels il va falloir identifier les trucs qui vont vous manger et ceux qui, au contraire, sont plutôt sans danger et que vous pourrez utiliser. Et tout ça pour arriver à repartir de la planète. Et j'ai trouvé le souci du détail, pareil, très très intéressant. Généralement, les trucs qui vont vous manger, c'est les trucs qui vous font peur dans Subnautica. Oui. Quoi qu'il y a des trucs qui font peur et qui vous mangent pas aussi, mais il y a des trucs bizarres des fois. Et je crois que le pire, c'est surtout de devoir plonger dans un océan où tu vois pas forcément le fond, parce que c'est très 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 profond. Et évidemment, il y a toujours la jauge d'oxygène à gérer. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit d'ailleurs que, oui, tu sais, il y a une phobie qui est liée à l'eau. La thalassophobie, bien sûr. Exactement. Et du coup, cette thalassophobie refait vraiment surface, sans mauvais jeu de mots, dans ce genre de jeu. Entre le feu et l'eau, on peut faire des jeux de mots. Hein, On est pas mal aujourd'hui. Ah, bon sang. Mais ouais, Mais bon, de très bons jeux aussi, si vous voulez aller regarder, il faudra que je les fasse un de ces jours sur Twitch, quand je pourrais m'y remettre. Eh ben, écoute, on ira voir ça. On a un peu dérivé du sujet principal qui est le monde des oiseaux. Oui. Je ne veux pas noyer le poisson, mais c'est la fin de cette émission. Oui, exactement. Un très très grand merci à toi, Sophie, d'y avoir participé. On rappelle, on te retrouve sur Entracte Science, bien évidemment, sur la chaîne YouTube, sur Le Plumeux, sur ton Twitter, c'est bien ça. Et puis nous, vous nous retrouvez évidemment sur YouTube, vous nous retrouvez sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur PodCloud, bref, sur toutes les différentes plateformes de diffusion de podcasts pour retrouver ce dernier épisode du Courrier de la Sterne. Et vous pouvez évidemment retrouver toutes les informations qu'on vous a données, surtout les études, dans la description de ce podcast. Un grand merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle émission du Courrier de la Sterne et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'oiseaux, mais pas que sans doute. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.